Smart Croissance vous est présenté en partenariat avec France Invest, l'association des acteurs du capital investissement. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Croissance, votre rendez-vous dédié au capital investissement. Et alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose de nous intéresser au lien entre la croissance et le capital investissement. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Dominique Gaillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France Invest et partenaire de cette émission. Et Chieb Majoub, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Inyo Strategic Impact. Alors Dominique, ça fait 40 ans qu'il y a du capital investissement en France et pourtant, j'entends toujours des discours un peu réticents de la part de certaines entreprises, peut-être plutôt les entreprises familiales, d'y avoir recours. Comment ça s'explique ? Je pense que les préjugés ont la vie dure. Pourtant, le capital investissement, comme vous le dites, ça fait 40 ans qu'il s'est actif sur le marché français. On a plein de belles histoires, on accompagne les boîtes, on leur donne des ressorts de croissance qu'elles n'auraient pas toutes seules. Mais malgré tout, il y a toute une série de patrons de boîtes familiales qui considèrent que ouvrir son capital à des fonds, c'est toujours le risque de perte de contrôle, de perte de contrôle sur la sortie, de perte de contrôle sur la vie de la société. Et donc, on passe notre temps à combattre ces préjugés et c'est toute notre action. Alors justement, vous avez mesuré l'effet du capital investissement en matière de croissance sur les entreprises qui sont accompagnées. Vous avez fait une étude qui porte sur la période 2009-2019. Chieb Majoub, quels sont les principaux enseignements que vous en tirez ? Donc cette étude en fait a été menée auprès de 30 entreprises qui représentent à peu près tous les secteurs de l'économie française et ces entreprises ont été benchmarkées par rapport en fait à leurs pairs de 2019. D'accord. En 2009. Et du coup, les résultats sont assez probants. Le taux de croissance annuel moyen de ces entreprises accompagnées par le private equity est de 14%. Ah oui. Alors que pour des entreprises similaires et de même taille et de même rang en fait, en 2008-2009, le taux est de 8%. Donc on a doublé quasiment le taux de croissance en entrant en fait, dans cette technique du private equity. En fait, ce qu'on avait demandé à Inyo, c'est de prendre une trentaine de sociétés dans un secteur et de la comparer à ces comparables qui, eux, n'avaient pas fait appel à des investisseurs du capital investissement pendant une longue période, pour voir si l'action de ces acteurs qui succèdent au capital d'une entreprise, ça générait des différentiels de croissance. Et ce que Chieb montre, c'est que c'est effectivement le cas. Mais j'imagine que ça ne se voit pas uniquement dans les résultats financiers. Il doit y avoir tous les champs du possible, en fait. Donc, il y a les résultats opérationnels. Ouais. Donc, ces entreprises ont surperformé en termes de rentabilité. Donc, 75% d'entre elles ont surperformé leurs consoeurs en termes de rentabilité. Ces entreprises ont appris, en fait, à mieux s'organiser, à être gouvernées et être, je dirais, politiquement proches d'un certain nombre d'organismes importants de l'économie. Ces entreprises ont été aussi portées par les private equity auprès de leur réseau, en fait leur réseau de contacts. Ces entreprises aussi ont appris, grâce à cette industrie, à se professionnaliser et à être en fait beaucoup plus crédibles vis-à-vis de l'industrie, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des acquisitions, vis-à-vis des financiers. Alors, c'est vrai que ça me fait penser qu'en fait, quand on entend capital investissement, ce qu'on retient, c'est investissement, Dominique. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça, le capital investissement, en termes d'accompagnement des entreprises. Bien sûr, c'est beaucoup plus large. Et moi, j'ai coutume de dire que si un fonds n'apporte à une société que de l'argent, c'est qu'il n'a pas fait son boulot, quoi. Un fonds, ça doit apporter à cette société de la gouvernance améliorée, de la capacité à faire de la croissance externe. On aide beaucoup les entreprises qu'on accompagne à se consolider au niveau national, au niveau international, européen, mondial. Ça, c'est vraiment important. On les aide aussi en termes de ESG, on les aide en termes de digitalisation. Donc effectivement, il faut qu'on en prouve à ces sociétés qu'on accompagne pendant 5-6 ans, qu'on est là pour les accompagner sur bien d'autres choses que de leur donner des ressources financières complémentaires. Et l'accompagnement est différent en fonction des degrés de maturité de l'entreprise ? Oui, bien sûr. En fait, une entreprise jeune qui fait appel en fait à du capital risque, en fait en général. Une entreprise qui veut transmettre fait appel en fait à des fonds qui sont spécialisés dans la transmission. Une entreprise qui veut booster sa croissance fait appel en fait à des fonds, je veux dire, de taille suffisante et suffisamment experts sur une géographie ou une industrie pour être aidés en fait opérationnellement par ces fonds. Les entreprises en difficulté font appel à des fonds qui font de la restructuration, du restructuring. Donc effectivement, il faut fondamentalement bien choisir son fonds en fonction de son besoin. Comment est-ce qu'on choisit bien son fonds alors ? Je pense que les patrons de ces boîtes familiales, de ces boîtes qui font appel à des fonds, souvent ils font appel à des fonds tous les 4, 5, 6 ans. Et ils sont maintenant suffisamment éduqués pour choisir le bon fonds pour la période de développement dans laquelle ils sont. Je prends une entreprise qui est régionale, qui veut devenir nationale, eh bien, elle va chercher à s'adosser à un fonds qui
qui, lui, a une emprise nationale. Et même chose pour passer l'étape européenne ou l'étape mondiale. Donc, c'est vraiment très, très important que le patron de la boîte, il choisisse bien l'interlocuteur qui va l'aider à progresser le mieux à sa phase de développement dans laquelle il est. Et moi, je pousse toujours les patrons, quand ils se disent « est-ce que j'ouvre mon capital ?» à jouer à Sherlock Holmes, c'est-à-dire au-delà des discours très commerciaux que des gens comme nous on fait quand on a envie de faire du charme aux patrons, eh bien, on le dit, interrogez les patrons qu'on a accompagnés par le passé. Demandez-leur si ce qu'on leur raconte, c'est vraiment la réalité de ce qu'ils ont vécu comme expérience dans les 5 ans pendant lesquels on a accompagné. Et je pense que c'est important parce que vous savez qu'en France, on a un retard de TI par rapport à l'Allemagne. Oui. Il y a 10 ans, on avait à peu près le même nombre de TI. Maintenant, je crois que c'est 5 400 en France et 13 000 et quelques en Allemagne. Eh bien, des sociétés qui sont fait accompagner sur une période longue de 10 à 15 ans par des fonds à différentes étapes de notre développement, c'est le meilleur moyen pour récupérer notre retard et transformer des petites PME en grosses ETI internationales. C'est vraiment notre rôle. Et vous dites ils font appel au private equity tous les 5-6 ans, ça veut dire qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, on n'en sort plus? Non, voilà, ça c'est un autre préjugé dont nous font part nos boîtes familiales. Le jour où on fait appel à un fonds, même minoritaire, on ne pourra plus jamais se débarrasser d'eux. Pas du tout. D'abord, les fonds ont une durée de vie limitée, donc au bout de 5 ans, il faut qu'ils trouvent une liquidité, 5-6 ans, hein, ça dépend des cycles. Hein. Mais il y a beaucoup de patrons de boîtes qui ont fait appel à un fonds au moment où ils avaient une problématique de succession, de transmission, ou une grosse acquisition qui était bien au-delà de leurs moyens. Et puis, 5 ans plus tard, l'acquisition a été intégrée, la transmission est faite, et ils arrivent à trouver les ressources pour racheter 100% du capital. Donc, je pourrais vous citer plein d'exemples de sociétés qui ont grossi grâce à des fonds, et puis qui maintenant se retrouvent totalement en main, en contrôle capitalistique à l'intérieur de la famille. Donc non, c'est tout à fait possible. C'est vrai que ça, cette question de la dilution, elle revient souvent. Vous avez des exemples dans les sociétés que vous avez interrogées, de contre-exemples justement par rapport à ces préjugés-là? Il y a de très très belles histoires en fait. Hein. Donc on peut les nommer. Hein. Donc une entreprise comme Ceva, qui est un des leaders en fait européens et mondiaux en fait de la santé animale, est aujourd'hui détenu par ses managers et ses employés, alors que c'était une spin-off en fait très minoritaire à l'origine. Et ça, c'est un bel exemple. Une entreprise très connue en fait aussi comme l'Oxam. Oui. L'Oxam en fait est aujourd'hui une entreprise qui fait 4 milliards de valeur et a démarré en fait avec 1 ou 2%. Le manager a démarré avec quelques pourcents de l'entreprise il y a 20 ans. Aujourd'hui, le manager et ses employés ont à peu près 85 à 90% de leur entreprise. D'autres exemples dans l'industrie, Safi Calcan, au bout de sa 3e LBO, en fait, se retrouve aujourd'hui détenu complètement par ses managers, alors qu'initialement, ils avaient démarré une relation avec le private equity en étant tout à fait minoritaire. Donc il y a de très très belles histoires et donc il faut éliminer un peu ce préjugé parce que voilà, les histoires existent. Il n'y a jamais d'échec. Juste pour rebondir sur ce que disait Chieb, il parlait de Ceva. Ceva, je me souviens très bien. La première fois où j'ai vu l'équipe de management de Ceva, c'était en 94. Hein, oui. Eh bien, c'était une filiale de Sanofi, ça s'appelait Sanofi Santé Animale, et Sanofi voulait le vendre pour 1 euro en 94. Bon, aujourd'hui, le premier LBO, c'est pas fait sur 1 euro, mais c'est pas fait très très cher. Et l'équipe de management a bénéficié de l'apport régulier de tous ces fonds qui ont permis de faire la consolidation, de la croissance interne, de la croissance externe, de l'internationalisation. Et aujourd'hui, la dernière transaction qui s'est faite sur Ceva, c'était à 4 milliards d'euros. Donc en 20 ans, vous voyez, on a fait une super ETI qui doit être numéro 3 ou 4 mondial dans la santé animale. Donc ça, c'est vraiment l'influence du private equity, avec des très bonnes équipes de management, bien sûr. Il n'y a jamais d'échec? Si, il y a des échecs. Mais le problème, c'est que les préjugés viennent aussi du fait que les échecs sont plus médiatisés peut-être que les réussites. C'est sûr. Et surtout en période de crise, vous savez, c'est tellement facile de trouver un bouc émissaire. Et donc, le bouc émissaire tout trouvé, c'est le private equity. Donc, si, il y en a toujours, forcément. Hein. On est des acteurs du capital investissement, sont dans 8000 sociétés françaises. De la start-up jusqu'à l'ETI. Donc, sur les 8000, forcément, il y a des échecs. Mais pas plus. Plutôt moins d'ailleurs que dans le secteur. D'ailleurs, depuis le début de la crise, j'ai demandé à France Invest de mesurer tous les jours, de répertorier dans les journaux toutes les sociétés qui allaient mal, qui étaient en redressement judiciaire, en mandat d'homme, etc. Et bien la liste des sociétés familiales qui allaient mal et la liste des sociétés avec un fonds qui allait mal, c'était du quadruple au unique. C'est 4 fois plus. Justement, vous avez mesuré également un petit peu l'impact de la crise sur les 30 sociétés que vous avez suivies à la loupe, là. Oui, Qu'est-ce que ça donne? Donc effectivement, c'est à l'image des secteurs qui ont été fortement impactés en fait par la crise. Donc je dirais que les sociétés qui étaient accompagnées par des private equity ont bénéficié
d'un sparring partner, en fait, qui est le private equity de qualité. Et donc, les private equity se sont mobilisés pour aider au moment où il n'y avait pas de cash. Les private equity se sont aussi mobilisés auprès des autorités. Et Dominique, en fait, a mené une initiative de grande ampleur sur ce sujet il y a quelque temps. Donc, elles se sont mieux sorties de la crise que les autres parce qu'elles n'étaient pas seules. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement intéressant. Les entreprises aussi avaient été, grâce au private equity, éduquées à bien gérer en fait leur cash, à gérer leurs résultats, à gérer leurs provisions. Et toute cette éducation positive leur a permis d'être beaucoup plus solides que les autres. Est-ce que vous avez des recettes de succès? Comment on fait pour que ça marche? Ouais, je pense que... C'est quoi les clés? Le private equity, c'est vraiment, comme beaucoup d'autres métiers, mais c'est un métier de relations humaines, beaucoup plus que d'argent. Et donc, pour que ça marche bien, il faut que les fonds qui rentrent au capital d'une boîte, ils apprécient son équipe de management, bien évidemment, et ils partagent la stratégie, de façon à ce qu'il y ait vraiment alignement d'intérêts stratégique sur la façon dont le parcours des 5 prochaines années va se faire. Et puis en plus, il y a des effets vertueux des mécanismes, c'est qu'il y a des systèmes d'incentivation, d'incitation financière des équipes de management qui fait que si le fonds, grâce à l'aide de son management, fait une bonne affaire, l'équipe de management en fait beaucoup plus, en fait une bien meilleure affaire. Donc il y a quand même un élément d'intérêt financier incontestable entre les deux. Et depuis la loi Impact, on a aussi promu un autre système qui permet un fonds peut s'engager, au moment où il rentre au capital d'une société, à partager une partie de la plus-value qu'il génère au bout de 5 ans avec tous les salariés de l'entreprise. Il s'engage contractuellement au début, disant si je fais 2 fois la mise dans mon investissement, eh bien X% de ma plus-value, je la passe via un mécanisme d'intéressement très, très fiscalement attractif à passer quelques pourcents de ma plus-value à tous les salariés. Et quand les salariés savent au départ, vous voyez bien qu'il y a un aliment d'intérêt fort dès le début. Est-ce que tout le monde tire dans le même sens? Donc voilà, la recette, c'est vraiment cet aliment d'intérêt stratégique, économique et financier. Et il est beaucoup utilisé, ce dispositif? Pas autant que je l'aimerais, parce qu'on s'est beaucoup battu pour le mettre en place. Donc il y a un gros travail d'éducation. Il commence à l'être, mais on a beaucoup éduqué les fonds pour qu'à chaque fois qu'ils font ça, ils le mettent en place de plus en plus. Mais on est dans telle dynamique aujourd'hui de SG et de partage de la valeur. On en parle partout de partage de la valeur. Ça commence à percoler quand même dans les fonds qui trouvent que c'est effectivement win-win de pouvoir mettre ça en place dans les sociétés dans lesquelles ils interviennent. Merci beaucoup Dominique Gaillard. Je rappelle que vous êtes président de France Invest et Chieb Majoub, CEO de Inyo Strategic Impact. Merci d'avoir été avec nous dans Smart Croissance. Merci. Smart Croissance vous a été présenté en partenariat avec France Invest, l'association des acteurs du capital investissement.